je vous parle maintenant du MSCI World. Le MSCI World, c'est quoi? Alors le MSCI World, je vais le reprendre ici. Le MSCI World, je dis MSCI World mais MSCI World, c'est un indice très très connu de la part des investisseurs, plus particulièrement des investisseurs particuliers. C'est un ETF qui, comme un ETF du S&P 500, va reprendre les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Le MSCI World, comme son nom l'indique, c'est un ETF qui reprend la plupart des plus grosses capitalisations du monde. Et donc c'est un ETF qui prend tout le monde entier. C'est censé en tout cas prendre toutes les plus grosses entreprises du monde. Ce qui est intéressant justement en investissant sur le MSCI World, c'est que vous investissez pas uniquement sur le S&P 500, vous investissez pas uniquement sur un secteur en particulier, je dis un secteur mais parce que les États-Unis aujourd'hui, le S&P 500 c'est majoritairement de la tech, vous investissez pas uniquement sur un seul pays, à savoir justement les États-Unis, parce que si demain, je sais pas, ils font récession, vous n'avez pas de moyen de vous couvrir. Le MSCI World, c'est 1546 actions. Les 1546 plus grosses actions en bourse, qui comprend du coup 23 pays dans le monde. Et ça, c'est ultra intéressant justement parce que je trouve que c'est un très très bon moyen d'investir justement dans des entreprises dans le monde entier et d'arriver justement à diversifier à la fois par secteur et à la fois géographiquement ses positions. Et donc le MSCI World, je ne vais pas vous faire les atouts de l'ETF, etc. Je pense que vous savez c'est quoi un ETF, c'est un panier d'actions. Je pense que vous savez l'intérêt justement des ETF, c'est de pouvoir investir de manière diversifiée. En tout cas, c'est censé être le cas, puisque ça peut être diversifié si vous investissez justement sur le MSCI World, mais si vous investissez uniquement sur le S&P 500, c'est une sorte de fausse diversification. Pourquoi? Parce que le S&P 500, je vais te vous le dire, c'est les États-Unis et c'est de la tech. Le jour où la tech n'est pas au meilleur de sa forme, ou le jour où les États-Unis ne sont plus la plus grande puissance économique, vous avez quasiment mis vos œufs sur le même panier. Donc la diversification, c'est pas uniquement j'achète plusieurs actions, c'est surtout que j'achète plusieurs types d'actions de secteurs ou de sous-secteurs différents. Et donc le MSCI World étant vraiment un des ETF les plus appréciés des particuliers, mais surtout des plus tradés, des plus investis, parce que naturellement, par lui-même, il se diversifie justement sur 26 pays. On peut voir effectivement que la composition aujourd'hui du MSCI World, c'est 70% des États-Unis. C'est comme ça, on n'y peut rien. Les Américains sont vraiment le centre du monde économique à l'heure actuelle. La bourse, tout tourne autour des États-Unis, les données macroéconomiques, tout tourne autour des États-Unis, tout tourne aujourd'hui autour des États-Unis, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, et donc ça paraît aussi naturel et normal que forcément les entreprises américaines soient le plus représentées sur l'indice. Donc quand je reprends ici le calendrier des plus grosses entreprises au monde, on voit bien que les 10 premières, 9 d'entre elles, c'est des entreprises américaines. Seul Saudi Aramco en Saudi Arabia, donc en Arabie Saoudite, fait exception à la règle. Mais les 10 plus grosses, voire même les 13 plus grosses entreprises au monde sont des entreprises effectivement américaines. Et puis ensuite, c'est ensuite assez diversifié. On va retrouver justement de la Suisse, on va retrouver aussi de la France, on va retrouver du Royaume-Uni, on va trouver du Japon et on va trouver d'autres entreprises. Et c'est là où je me suis dit, attends, c'est bizarre parce que dans ces entreprises-là, on retrouve pas l'Inde, on retrouve pas la Chine, qui sont quand même des pays dont les entreprises sont monstrueusement importantes, avec des capitalisations importantes, des Tencent, du Taïwan, simplement, d'avoir ces deux entreprises-là, d'avoir du Kuaishou, comme on disait. Il y a quand même des entreprises chinoises qui sont dans le top. MSCI World, ça veut dire quoi? Ça veut dire Morgan Stanley Capital International. Morgan Stanley, qui est une entreprise américaine, vous l'avez deviné. Donc, une entreprise américaine qui ne veut littéralement pas faire figurer des entreprises chinoises. Est-ce que c'est surprenant? Pas vraiment finalement, c'est pas vraiment surprenant. La composition sectorielle est indiquée également ici. La plupart des entreprises, donc 20%, ça va être la majorité parmi toutes, ce sont des entreprises qui sont liées à la technologie, ce qui paraît plutôt logique. 14% sont des entreprises sur la finance,
12 sur la santé et 12 sur les biens de consommation cyclique, ainsi que l'industrie. Les valeurs technologiques américaines occupent une part importante de l'indice, qui paraît totalement logique. En premier lieu, la valorisation d'Apple avoisine les 3000 milliards de dollars, et à elle-même, Apple pèse près de 5% de l'indice fin 2021. Donc on voit ici effectivement que les plus grosses entreprises du MSCI World sont quasiment que des entreprises américaines. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, Nvidia, Meta Platform, etc. Tout ça. Donc sur les 10 plus grosses entreprises du MSCI World, seulement 2 sont étrangères, une des Pays-Bas et une de la Suisse. Et c'est là où justement ça commence à devenir intéressant, c'est que seulement 13% des sociétés de l'indice pèsent 60% du MSCI World. Et ça veut dire ce que ça veut dire, les amis. Ça veut dire qu'encore une fois, les entreprises américaines, Apple, Microsoft, les gamins concrètement, sont, même dans cet indice-là, les entreprises leaders mondiales. Encore une fois, c'est pas surprenant, vu la capitalisation d'Apple, 3000 milliards de dollars, il faudrait un certain temps pour rattraper cette performance. En termes de performance, avant de vous parler vraiment des choses sérieuses, on peut constater que sur une période de 10 ans, la performance moyenne est de 13,32%. Et depuis sa création en 1987, elle est de 8,71%. Ce qui reste relativement correct, à mon avis. L'année dernière, la performance du MSCI World était de 22%, contrairement à 28% du S&P 500 pour ceux qui s'en rappellent. On peut voir d'ailleurs des comparaisons entre l'indice MSCI World avec d'autres entreprises, le CAC 40, le Nikkei, qui est l'indice japonais, le S&P 500 et le Nasdaq, où le Nasdaq étant vraiment le plus gros indice, le plus performant, puisqu'il regroupe vraiment que les entreprises technologiques. Et comme on est une ère hyper technologique aujourd'hui, c'est forcément cet indice-là qui prend le plus. Et j'ai trouvé du coup un graphique extrêmement intéressant qui nous montre 2000 années d'histoire d'économie sur les marchés. Il nous montre concrètement, depuis l'année 1 ou 0, quelles ont été les plus grandes puissances mondiales dans l'histoire, en comparant le PIB. En anglais, PIB se dit GDP, donc GDP. Et c'est là justement où c'est très intéressant, c'est qu'on voit bien sur ce graphique deux pays qui, entre les années 0 et les années, cette fois-ci 1880, ont été leaders d'une économie mondiale. On voit effectivement en rouge la Chine, et on voit en jaune l'Inde. Et justement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'avant les États-Unis, avant la création même des États-Unis, les puissances économiques mondiales se concentraient justement vers cette région de la planète. Donc vraiment l'Asie de l'Ouest. Et à partir du moment où justement les États-Unis sont rentrés, ont été créés, et ont commencé justement à agir en tant que nation, c'est là ici, donc c'est ce bleu-là, ici, c'est là qu'on a commencé à voir un pays qui progressivement a pris le terrain. Et ce terrain-là, il s'est fait manger dans les années 1880. Donc ici, il s'avère qu'en 1880, l'invention qui a fait que les États-Unis ont commencé à prendre le pouvoir et le déclin de la Chine malheureusement, c'est l'invention de la machine à vapeur. Voici du coup l'invention de la machine à vapeur. Et c'est ça justement qui va révolutionner notre industrie, et c'est ça qui a donné naissance à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est notamment grâce à la machine à vapeur. L'une des inventions les plus marquantes de l'époque est certainement la machine à vapeur de James Watt, qui permettait d'activer des machines bien plus rapides et plus lourdes. En 1769, il crée une machine à vapeur plus performante et plus stable que celle qui existait précédemment. Mais comment fonctionnait-elle? Voici un schéma de la machine de Watt. L'idée de la machine à vapeur est de créer un mouvement continu de va-et-vient par la seule force de la vapeur. Pour ce faire, on fait chauffer de l'eau afin de la rendre gazeuse. Cette vapeur est ensuite dirigée vers un réservoir qui est muni de 2 sorties. Toutefois, le tiroir de distribution ne laisse passer la vapeur que dans une seule sortie à la fois. La vapeur va ensuite remplir un réservoir muni d'un piston. Sous la pression de la vapeur, le piston s'active. Il est relié à une courroie qui va produire le mouvement désiré.
que ce soit pour faire tourner une roue de train ou rouler une bobine de fil. Voyons voir ce que ça donne. Avec peu de vapeur, avec beaucoup de vapeur. La vapeur fut utilisée partout, que ce soit pour propulser les trains, les bateaux, ou pour tisser beaucoup plus rapidement. Elle permit de nombreuses avancées technologiques et le démarrage de la révolution industrielle. Voilà, c'était une petite courte vidéo justement de la machine à vapeur. Je trouve ça assez fascinant déjà comme invention. Cette invention d'arriver à combiner justement deux sources de chaleur pour en créer un roulement et donc créer cette énergie. Je trouve ça assez fou. Elle a révolutionné du textile à la création, je sais pas, de moteurs, aux bateaux. Il y a tellement de choses qui ont été développées par rapport à cette invention de la machine à vapeur qui ensuite a donné naissance au moteur tout court, que les États-Unis, en découvrant ça, se sont mis à complètement l'exploiter au maximum. Et c'est comme ça que les États-Unis sont rentrés justement dans cette révolution industrielle. Et malheureusement, c'est ce que la Chine a oublié, elle a loupé le coche. La Chine a complètement loupé le coche de la machine à vapeur, si bien qu'elle mettra des années avant de l'avoir créée et de s'en servir à nouveau. Et c'est pour ça notamment qu'aujourd'hui, dans les années 1950, même jusqu'à aujourd'hui quasiment 2000-2010, la Chine pèse plus autant qu'avant, et les États-Unis ont eu le temps justement de profiter de cette avance pour capitaliser là-dessus. Vous savez qu'en général, en bourse ou en économie, quand vous avez une avance, l'effet est complètement démultiplié, c'est exponentiel. Et malheureusement, à partir des années 1800, 1830, 1850, la Chine vient vraiment dans une période de déclin. On le voit justement ici avec ce bandeau rouge qui se réduit, qui se contracte petit à petit jusqu'aux années 1950 où la Chine n'est qu'un pays parmi tant d'autres et est aussi riche finalement en termes de production que la France. Ça, c'est effectivement quelque chose quand même qui est assez problématique. Et petit à petit, la Chine revient, il y a un tunnel quand même assez long, entre les années 1900 et 1990, il y a quand même quasiment 100 ans où la Chine justement n'est plus au rang mondial de l'économie et est reléguée en Ligue 2. Et malheureusement, ça s'est fait pendant un bon moment. C'est justement dernièrement, avec l'avancée des technologies, que la Chine progressivement revient dans notre économie, revient dans le champ des grandes puissances mondiales. L'article s'arrête ici en 2017, le graphique s'arrête ici en 2017, donc malheureusement on n'aura pas les dernières informations, mais autant vous dire qu'entre 2017 et 2022 il s'est passé énormément de choses, y compris sur les marchés financiers, et on le voit également sur les marchés, la Chine prend plus en plus d'ampleur sur l'économie mondiale. C'est comme si on avait un retour de la Chine justement dans les puissances économiques. Et je vous dis ça, c'est parce que justement ça m'a donné ça m'a interrogé justement. Ça m'a interrogé de voir ça parce que, encore une fois, quand on a une si grosse puissance économique, elle ne peut pas s'éteindre comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même une suite d'événements qui fait que justement, elles ont souffert. Et si les États-Unis aujourd'hui sont vraiment la plus grande puissance au monde, la Chine l'est très très proche. C'est pour ça qu'au début je vous indiquais que les États-Unis effectivement sont une grande puissance, mais elles n'ont jamais été vraiment la grande puissance. Parce que de toute façon, les États-Unis, c'est quelque chose de relativement nouveau dans notre histoire. Ce qui veut dire que si vous pensez que les entreprises américaines surperformeront pendant des années encore, peut-être qu'on a tous tort. Peut-être qu'on a plus raison de diversifier beaucoup plus ses placements et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que le graphique nous montre bien que depuis les années 1950, les États-Unis, en termes de PIB, se dégradent petit à petit. Et la Chine reprend du terrain. L'Inde commence à reprendre du terrain. Le Japon commence à reprendre du terrain. Ce sont des pays qui reprennent un petit peu leur règne économique, qui ont été complètement écrasés par les Américains. Et c'est ça qui m'intéresse moi personnellement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, de se poser la question, quelles sont les grosses puissances économiques mondiales de demain ? Parce que investir sur le marché américain, c'est bien. Vous investissez pas sur 1 an, vous investissez sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans peut-être même. Mais est-ce que dans 40 ans, est-ce que dans 20 ans, les États-Unis seront toujours la plus grande puissance ? Et à partir de là, j'ai voulu voir justement quelles étaient
les actions, les indices chinois. Du coup, j'ai retrouvé ici la liste des principaux indices chinois. Le CZSE Component, le China A50, le S&P CITIC 300 et le SSE. Il y a effectivement un panel d'indices, d'actions chinoises, et vous me direz ça paraît plutôt logique étant donné le nombre de gens qu'il y a en Chine. Je regarde justement ici sur les graphiques, je regarde justement le marché chinois, et donc le Hang Seng qui est ici, HSI, la performance depuis le début, 726%, en plus de 35 ans d'existence. Donc 726 divisé par 35, ça nous fait 20% par an en moyenne, ce qui est finalement en fait une très très bonne performance. Alors je sais qu'on ne peut pas diviser pourcentage, c'est un calcul à la louche, mais la performance reste quand même intéressante. Ceci étant dit, ceci étant fait, vous avez effectivement les données ici. J'ai cherché justement un MSCI World avec la Chine dedans. Et vous n'allez pas me croire, mais le MSCI World avec la Chine est bien plus performant que le MSCI World sans la Chine. Alors la différence n'est pas astronomique, mais elle est quand même de quelques pourcentages. Il s'avère que le MSCI World, 245% de performance depuis 2010. Pourquoi je lis 2017 ? Pourquoi la performance depuis 2007 sur le MSCI World est de 245%, ce qui est quand même très correct. La performance du MSCI World avec la Chine depuis 2007 est-elle de 279%. Donc on a un delta qui est légèrement positif et qui nous permet de bien voir qu'il y a quand même une différence de performance sur ces deux courbes. Néanmoins, ça vient toujours avec un désavantage. Quand il y a quelque chose de trop beau pour être vrai en bourse, il y a toujours un petit diable derrière. Et sur la courbe que l'on peut voir, le seul désavantage que l'on voit visible, ça va être le drawdown. Il s'avère que la courbe bleue foncée, celle de la Chine avec le MSCI World, comporte des drawdowns bien plus importants lorsqu'on est sur une période de crack. Par exemple ici, sur la période 2015, 2016, 2017, le MSCI World était bien nettement inférieur à celui du MSCI World classique. Ce qui fait que pendant 5 ans, 6 ans, on avait une différence de pourcentage de gain de l'ordre de 5 à 10%. Ce qui peut quand même faire un creux assez important à la fin de l'année sur plusieurs années. Quand bien même, dans des périodes d'explosion, on peut le voir ici, ou on peut le voir ici, le MSCI World avec la Chine ont tendance à surperformer de loin l'indice de référence, le MSCI World classique. Si on décide d'investir dans la Chine uniquement, et on met de côté le reste, on peut voir qu'effectivement, les performances ne suivent pas toujours, et sont généralement bien inférieures par rapport à ce que l'on a sur du MSCI classique. Et c'est, je trouve, extrêmement intéressant de constater justement que le MSCI avec la Chine nous amène plus de performance. De 45 à 80, on a 35% de différence de performance entre l'année 2007 et l'année 2022. C'est mon constat de voir qu'effectivement, inclure la Chine dans ces investissements, ce n'est pas inintéressant. Je précise et je répète à chaque fois, si et seulement si, votre scénario, c'est d'être diverti au maximum, et votre scénario se tend vers l'avenir, se tend vers quelle va être la plus grande puissance économique mondiale dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ça ne peut pas être éternellement les États-Unis. C'est comme un marché boursier, il y a des périodes d'explosion, il y a des périodes de crash. Et ça forme un cycle économique. Dans cet article ici, j'ai trouvé justement un graphique encore plus parlant. C'est le même graphique qu'on a vu juste avant, de l'année 0 à l'année 2001. Et on voit bien justement que les États-Unis, par rapport à l'année 0, seulement l'année 0, c'est une goutte d'eau par rapport aux puissances économiques qui étaient l'Inde avant et qui était la Chine. Et c'est justement pour ça que se tourner vers le futur et se poser les bonnes questions, c'est d'autant plus important que d'investir tout court.
Parce que si votre idée c'est juste j'investis, je cherche le S&P 500, je cherche les 5 plus grosses, les 10 plus grosses entreprises au monde et je balance ma thune dessus, peut-être que ça marchera sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être même 10, peut-être même 20. Mais à un moment donné, vous allez avoir des entreprises qui vont bien plus performer probablement que Apple, qui seront bien plus dans l'air du temps, qui seront leaders dans leur secteur, tout autant qu'Apple l'est aujourd'hui. Mais on aura des véritables concurrentes mondiales, et pas juste des concurrentes dans le pays en lui-même. Et donc ce graphique-là, je trouve qu'il est extrêmement parlant. La Chine et l'Inde étaient à l'époque les deux plus grandes nations au monde. Qu'en est-il aujourd'hui? On le voit bien que, vous voyez, 1800-1900, l'invention de la machine à vapeur a littéralement tué ces pays. Chose qu'on commence à regagner aujourd'hui. Donc, c'est évident, les États-Unis aujourd'hui se sont fait une place dans le monde. Ils se sont fait une place, et cette place, ils l'auront quand même toujours. Mais cette place, il va falloir qu'ils acceptent de la partager et de la disputer avec d'autres personnes, d'autres nations, qui est l'Inde et la Chine principalement. Par rapport à la Chine, ça m'a fait également penser à l'Inde. Et donc je me suis posé la question, quel est le secteur de l'Inde? Et là encore une fois, c'est toujours intéressant à constater. J'ai trouvé du coup le MSCI India Index, qui est donc un MSCI qui va répliquer les entreprises spécifiquement de l'Inde, les petites et les grosses entreprises. Il y a 109 actions de l'Inde qui équivaut à 85% de la capitalisation totale des actions en bourse en Inde. Ça, c'est extrêmement intéressant. On peut voir encore une fois qu'entre 2007 et 2022, la performance du MSCI India est de l'ordre de 416%. 416%. Pour rappel, le MSCI World classique, qui 70% provient des États-Unis, c'est ici 279%. Et quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, bah attends, c'est complètement fou. Tu veux me dire que, et je l'ai rajouté dans ma liste, qu'il était plus intéressant d'investir en Inde, dans les années 2000, que sur le Nasdaq, sur Apple, sur Microsoft. Tu veux me dire que la performance de l'Inde est bien plus supérieure à celle des États-Unis? Eh bien oui, les amis, c'est le cas. La performance en 2000, ici, je vais prendre le 1er janvier 2000, entre l'Inde et les États-Unis, l'Inde aujourd'hui est quasiment au top de sa forme, 1167% en 22 ans. 1167% divisé par 20, ça fait une performance de 58% par an en moyenne. Tandis que le Nasdaq, qui est bien plus supérieur au S&P 500, puisqu'il contient justement ces entreprises, 1er janvier 2000 jusqu'à aujourd'hui, la performance est de 250%. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, on est tellement auto-centré, on est tellement dans cet esprit de c'est qui pense être le meilleur, qu'on en oublie qui sont réellement les meilleurs. En bourse, les Indiens éclatent les Américains. Ils les atomisent. Quand on voit la performance, quand on voit même l'état du marché de l'indice indien, qui s'appelle d'ailleurs ici en haut à gauche le Nifty, bah, au moment où on se parle, l'Inde est quasiment à son plus haut historique. Et c'est ça justement qui, moi, m'a marqué personnellement, c'est de voir à quel point sur d'autres pays qui nous intéressent pas forcément à première vue, la performance peut être complètement différente. Et c'est là justement où je me suis questionné en me disant peut-être que l'intérêt d'investir dans le MSCI World, ce serait de trouver un MSCI World China plus India et d'en combiner les forces pour avoir un vrai finalement MSCI World qui représente le monde des deux plus grosses anciennes puissances économiques mondiales, la Chine et l'Inde. Et on le voit encore une fois que mathématiquement, l'Inde était un meilleur placement que les États-Unis lui-même. Donc qu'en serait-il d'investir à la fois en Inde, en Chine et aux États-Unis via des ETF qui sont diversifiés? Voilà ce dont je voulais vous parler. Si on doit retenir quelque chose, c'est que la diversification,
ça peut être une bonne diversification comme une mauvaise. Investir dans le Nasdaq, c'est une mauvaise diversification parce que vous investissez uniquement sur des entreprises technologiques. Donc vous êtes soumis à un seul secteur. Investir sur le MSCI World, c'est intéressant parce que vous avez tous les pays dans le monde dans votre portefeuille. Néanmoins, 70% est aux États-Unis, ce qui fait que vous n'êtes pas encore une fois totalement diversifié. Vous l'êtes beaucoup plus, mais vous ne l'êtes pas totalement. En incluant l'Inde et la Chine, vous l'êtes cette fois-ci puisque vous touchez les 3 plus grandes puissances économiques au monde, les États-Unis, la Chine et l'Inde, et vous vous diversifiez géographiquement en termes de risque, en termes de perte potentielle, mais surtout en termes de rendement. Parce que si demain les États-Unis ne sont plus la plus grande puissance mondiale, et que c'est la Chine qui prend le dessus, votre MSCI World, vous pouvez lui dire au revoir. Parce qu'il n'est pas dedans. Donc à partir du moment où vous n'investissez pas en Chine et que votre MSCI World décline, c'est là que vous allez commencer à avoir des grosses paniques sur les marchés et des opérateurs qui vont tout simplement partir du MSCI World pour aller chercher d'autres actifs, d'autres zones géographiques ou tout simplement d'autres secteurs.